d'une notion d'intérêt social de l'entreprise et qui permet la création d'un statut d'entreprise à mission. Gaël Giraud pointait sa déception quant à cette loi qui n'était pas allée aussi loin que l'ambition qu'elle présentait, notamment en ne modifiant pas les fameux articles 1832 et 1833 du Code civil, où la société, l'entreprise, reste finalement seulement définie vis-à-vis de ses actionnaires, avec comme finalité la quête de profit. Néanmoins, même si ça a été pointé par le Conseil d'État comme pas contraignant du tout et donc sûrement peu efficace, l'entreprise aujourd'hui peut, si elle le veut, se doter de cette raison d'être. Et donc on va essayer à partir de cet exemple de la loi française, mais on va l'élargir aussi à l'échelle mondiale, de questionner quelle peut être donc la mission et la responsabilité pour l'entreprise. Et donc pour en parler avec eux, on va commencer tout de suite avec vous, Madame Blanche Segrestin, pardon. En plus, vous avez demandé juste avant de vérifier la prononciation. Vous êtes professeur en sciences de gestion aux mines de ParisTech. Vous êtes responsable de la chaire théorie de l'entreprise, modèle de gouvernance et création collective. Et vous avez notamment publié 2 ouvrages. Le premier que vous avez coécrit avec Armand Actuel. Refonder l'entreprise, publié dans la collection La République des idées aux éditions du Seuil en 2012, et le dernier sorti l'année dernière aux éditions Presse des Mines, La mission de l'entreprise responsable, coécrit avec Kevin Levillin, et qui fait suite en fait à un programme de recherche dont vous allez nous parler au Collège des Bernardins, qui s'intitulait Gouvernement de l'entreprise et création des communs, que vous avez co-dirigé. Et du coup, je vous propose de ouvrir ce débat, notamment si vous pouvez revenir sur ce travail mené au Collège des Bernardins, et notamment est-ce qu'une mission d'entreprise permettrait de créer ce commun que vous évoquez, et quelle responsabilité cette mission pourrait faire émerger justement. Merci beaucoup, merci pour de l'invitation. Et je suis désolée, j'arrive juste et je ne sais pas si vous m'entendez. Non, difficilement. Je peux parler un peu plus fort, mais je ne veux pas non plus crier. Ça ira. Donc effectivement, je suis chercheur à l'école des mines et j'ai eu la chance de participer à un grand programme de recherche dont vous avez peut-être entendu parler, qui a démarré au Collège des Bernardins en 2009 sur l'entreprise. Au départ, c'était à qui appartiennent les entreprises, la question qui nous fédérait, notamment avec Olivier Favreau. Et puis ensuite, donc, j'ai dirigé le 3e cycle notamment du programme. Et donc, c'est dans ce programme-là qu'on a eu la possibilité d'introduire au départ ce qu'on avait appelé la société à objet social étendu, et qui est devenue ensuite, dans nos travaux à partir de 2015, l'entreprise à mission, qui a été reprise dans la loi. Et alors, contrairement à Gaël Giraud, la perspective que j'aimerais défendre, là j'ai très peu de temps, on me donne 8 minutes, donc ça va être extrêmement rapide, mais la perspective que j'aimerais défendre, c'est que justement cette loi, même si tous les reproches qu'on peut lui faire, bien sûr, moi je vais parler d'un article de la loi Pacte, donc une minuscule goutte de la loi Pacte, mais je voudrais insister avec vous sur la signification et la portée qu'elle peut avoir, et notamment comment est-ce que ça peut fonder, d'après nous, une nouvelle conception de la responsabilité de l'entreprise. Et donc j'y vois au contraire quelque chose de beaucoup plus grande portée qu'une souris qui, c'est effectivement beaucoup, en fait, y voit quelque chose, et j'insiste sur le fait que 1833 a été changé, même si c'est pas dans le sens qui aurait, aussi loin que ce qui aurait été possible. Donc juste pour rappel, très brièvement, mais Martin l'a dit, l'article de la loi Pacte auquel je fais référence, il fait 3 choses. Il dit d'abord justement 1833, qui était un article depuis 1804 qui définissait le fait que l'entreprise doit être gérée dans l'intérêt commun des associés. Et en fait, ça a été changé pour dire dans l'intérêt commun des associés, mais en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Là où effectivement le rapport Nota-Sénat au préalable allait beaucoup plus loin et disait avec une obligation par rapport à l'intérêt de l'entreprise, j'y reviendrai, et j'insiste pas parce que je vais être trop long. Le deuxième niveau, c'était de dire l'entreprise peut se doter d'une raison d'être, et le conseil d'administration peut formuler une raison d'être de l'entreprise qui peut être inscrite dans les statuts de la société. Et le troisième niveau, c'est un nouveau type de société, la société à mission, qui est donc une société qui se fixe des objectifs pour lesquels elle s'engage puisqu'elle les met dans ses statuts, donc ça devient un engagement
opposable en droit, puisque c'est contractuellement inscrit dans les statuts, avec un organe qui est un conseil de mission, avec au moins, avec des représentants des différentes parties et notamment des salariés, qui vont évaluer le respect des engagements. Donc en fait, ce point en fait sur lequel on est parti, quand on a commencé le travail au Bernardin en 2008, pour parler de la responsabilité, il y avait en gros deux grandes options. Bon, vous me pardonnerez, c'est très très caricatural, mais d'un côté, en gros, l'idée que c'est quand une entreprise commet des dommages, il peut y avoir des obligations régaliennes pour la contraindre à réparer le dommage ou à le prendre en charge. Donc des obligations, mais évidemment qui ne peuvent pas aller au-delà de... On ne peut pas vous obliger à faire autre chose que ne pas endommager. On ne peut pas vous obliger à faire quelque chose de positif. Ce serait contre la liberté d'entreprendre, en gros. Et de l'autre côté, c'est... En gros, la RSE, c'est-à-dire l'autorégulation, de dire les entreprises vont comprendre que c'est dans leur intérêt bien compris que de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Entre ces deux options, en fait, on a été un peu piégés. Et une des hypothèses fortes qui nous a guidés, c'est de dire ce piège-là vient, en fait, on est obligé pour sortir de ce piège et pour penser d'autres formes de responsabilité, non seulement de repenser le droit, mais en fait, le droit, c'est plutôt un moyen de penser ce que c'est que la définition de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on appelle entreprise? Là où, justement, entreprise n'était pas dans le droit. En droit, vous savez, il y a un droit des sociétés, un droit du travail, mais nulle part on définit ce que c'est que l'entreprise. Or, justement, en fait, ce décalage entre ce que c'est qu'une société, vous savez, en droit, c'est on réunit des capitaux, c'est un dispositif de financement, une société anonyme, c'est un contrat entre des actionnaires qui vont apporter des capitaux. Et alors que l'entreprise, et donc ça c'est un travail un peu généalogique qu'on a mené au Bernardin, l'entreprise historiquement c'est quelque chose de beaucoup plus récent que la société, y compris que la société anonyme. Et l'entreprise elle est apparue par exemple, vous voyez le contrat de travail est apparu fin 19e, début 20e, tournant, en fait c'est très récent. Et on a eu besoin de l'entreprise, non pas pour faire du commerce, non pas pour faire de la production, ça existait bien avant, mais on a eu besoin de l'entreprise quand en fait les ressources collectives dont on disposait n'étaient pas suffisantes pour faire le monde que l'on souhaitait. Par exemple, quand on avait besoin de penser des nouveaux systèmes de communication, de penser des nouvelles thérapies. Carl Zeiss, par exemple, qui fonde son entreprise, à l'époque, au milieu du fin 19e en Allemagne, pour dire, en fait, je cherche à faire des microscopes, mais beaucoup moins chers que ce qui existe là, parce que la médecine ne peut pas se développer en l'état. Et donc, c'est de dire, les connaissances, les compétences, les métiers qui sont sur le marché, les ressources disponibles, ne sont pas celles dont on a besoin. Et donc l'entreprise se constitue pour, non pas faire de la production, mais pour penser les métiers de demain. Pas ceux qui sont déjà là, mais penser les technos de demain. Penser, par exemple, justement, c'est pas l'enjeu de Carl Zeiss, c'est pas de produire des lentilles, ça existe. C'est d'explorer les propriétés du verre et d'imaginer d'autres formes de verre pour faire des lentilles nouvelles. Et pour faire des applications nouvelles avec. Et en fait, quand vous voyez en fait, cette idée de dire sortir de la représentation de l'entreprise comme un système de production de biens et de services, pour dire non, l'entreprise c'est un système de création. On se met à plusieurs pour penser des choses qui ne sont pas aujourd'hui accessibles dans l'état des connaissances. Et donc pour penser le monde de demain, en quelque sorte. Et en fait, cette idée de dire l'entreprise, la définir par un dispositif de création collective, c'est ça en fait qui nous a semblé complètement manquer dans le dispositif actuel du droit, et notamment dans la manière de penser la responsabilité. Et là où en fait on a introduit cette idée de mission, qui encore une fois était complètement absente du droit jusqu'à présent, pour nous c'est un retournement complet. D'abord ça suppose de dire, en droit, une entreprise qui se donne une raison d'être, donc la raison d'être non pas de la société, mais la raison d'être de l'entreprise. C'était ça que disait le rapport en autocerveau. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Quel est le sens de notre activité? Si ça on l'explicite et qu'on l'inscrit dans le contrat des sociétés, donc que ça devient protégé sur qu'est-ce qu'on promet au monde, quel monde on veut construire à plusieurs, alors ça a quand même une force un peu différente et surtout, par exemple, ça empêche de dire une société, c'est une personne morale. En droit, vous voyez, c'est un individu qui est légitime à poursuivre son propre intérêt. Si vous explicitez quelle est sa raison d'être ou sa mission, c'est pas un intérêt propre, et notamment par exemple l'intérêt des associés ou des actionnaires que vous allez chercher. C'est vous allez en fait vérifier que l'entreprise est bien gérée en fonction de cette norme, de cette mission que vous vous définissez. Et donc je dirais en fait pour moi il y a au moins 3 niveaux de responsabilité et je finirai là-dessus. Un premier niveau qui est en fait celui que reprenait un peu 1833 et c'est vrai que là ça aurait pu aller plus loin, c'est-à-dire d'abord reconnaître que l'entreprise elle transforme le monde. Si elle crée le futur, c'est bien en fait une propriété fondamentale mais qui a été très peu pensée telle qu'elle. Si l'entreprise transforme le monde, et en premier lieu par exemple, elle transforme les gens qui travaillent avec elle. Si je disais, oui, le problème, ce n'est pas, on n'utilise pas des métiers existants, on ne va pas recruter des charpentiers.
on va inventer le métier de charpentier de demain. Excusez-moi, c'est pas un bon exemple. Et à ce moment-là, vous voyez que vous changez l'objectif même de l'entreprise. La raison d'être, c'est aussi de changer les compétences des gens, leur employabilité future, etc. Donc ça veut dire une responsabilité très forte à l'égard de qu'est-ce qu'on va faire. Et donc un devoir, nous, qui nous semblerait être un devoir de vigilance. Les personnes qui s'engagent dans l'aventure commune, eh bien, il devrait y avoir effectivement une nécessité, à minima, ils prennent des risques aussi forts, voire plus forts que les associés. Donc des engagements forts de vigilance, de maintien, de préservation de ces potentiels qu'on utilise. Ça, c'est le premier niveau. Je dirais que ça, c'est l'obligation générale. Le deuxième niveau est quand on formule une mission, l'intérêt aussi, c'est de dire on sort des appels un peu génériques à dire il faut penser le long terme, il faut penser quelque chose de juste, il faut penser une équité entre les parties. Tout ça, en fait, on est absolument d'accord, il faut. Mais si on demande à l'entreprise de spécifier elle-même comment elle voit l'équité entre les parties, et qu'elle s'y engage, et qu'elle est tenue de dire, voyez, et que ce soit explicite, c'est-à-dire que l'ensemble des parties peuvent s'engager dans l'entreprise en connaissance de cause. Elle ne fait aucune promesse à ses salariés, elle ne fait aucune promesse au territoire, alors voilà, c'est au moins explicite. Et donc vous voyez, c'est de dire l'équité, la justice, la manière dont les entreprises vont spécifier leurs responsabilités dans le bâtiment, ça ne va pas être la même chose que dans les télécommunications ou dans les entreprises de biotech. Le long terme ne va pas avoir la même signification. Chaque entreprise explicite, au travers de sa raison d'être et de ses missions, ce qu'elle va être amenée à faire. Et puis le troisième niveau, qui est en fait pour nous le plus fondamental, c'est-à-dire une entreprise qui va se définir une mission et qui va s'y engager. Ça va spécifier surtout ce que nous on appelait, avec Armand Actuel, mon collègue, un inconnu désirable. C'est de dire, c'est pas simplement ce que je veux préserver dans le monde actuel, par exemple. Je veux dire, je veux m'engager à préserver, par exemple, l'employabilité de mes salariés. Mais ça peut être au contraire, je veux travailler pour des maladies rares qui n'ont aujourd'hui pas de thérapie, ou je veux travailler pour des nouvelles technologies de capture du CO2. Je sais qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire. Et donc, vous voyez, c'est un engagement très particulier, c'est un engagement à innover. Et quand on y réfléchit, vous voyez, c'est une forme de responsabilité qui n'a rien à voir avec ce n'est pas. Vous avez un dommage qui vous est imputé, c'était ça les formes classiques de la responsabilité. C'est plutôt l'idée de dire, je veux m'engager parce que à construire tel type de futur. Et le respect de cet engagement, ce sera donc vérifier que l'entreprise fait bien les efforts nécessaires. Elle n'est pas sûre d'y arriver, à trouver des nouvelles thérapies, bien sûr. Mais au moins que le contrôle de son activité soit fait au regard de cet engagement envers un futur et un inconnu particulier. Voilà, je m'arrête là, mais en fait, vous voyez, il me semble que cette loi, elle fonde un principe de responsabilité neuve et qui, en fait, concilie d'une certaine manière, sort d'abord de l'idée que c'est une personne morale qui va suivre son intérêt privé et aide à penser une forme de responsabilité de l'entreprise cohérent. Oui, ça permet de concilier liberté d'entreprise et intérêt collectif, mais simplement en demandant à l'entreprise, en reconnaissant que l'entreprise transforme le monde, et donc en lui demandant d'expliciter ce à quoi, en fait, elle s'engage à contribuer dans le futur. Merci beaucoup, Blanche. Je me tourne tout de suite vers vous, Alice Perrin, parce que du coup, vous travaillez dans une grande entreprise. Vous avez commencé votre carrière en recherche et développement sur la dépollution de l'eau, et vous êtes aujourd'hui la directrice engagement climat chez Veolia, qu'on connaît tous, qui est une multinationale des services collectifs, principalement l'eau, les déchets et l'énergie. Et justement, ce qui est intéressant avec vous aujourd'hui, c'est que vous êtes là aussi pour nous témoigner de cette raison d'être qui a émergé chez Veolia. Et donc ce serait intéressant de vous entendre sur à la fois comment est-ce que la volonté de se doter d'une raison d'être a pu émerger, et surtout comment est-ce qu'elle a été mise en place collectivement. Et pour appuyer votre propos, vous avez des petites slides, donc j'espère que vous les verrez d'ici un peu en décalé. Voilà. Merci Martin. Ce qui m'a frappé aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas entré dans un lieu neutre, on est entré dans un lieu qui a une devise forte. On est tous passés en prenant l'ascenseur sous cette magnifique pancarte « Construisons la paix ». Et voilà, je me suis dit, quelle responsabilité pour chacun d'entre nous ici présents. Moi, ma contribution aujourd'hui, c'est effectivement sous forme de témoignage. Veolia a saisi une des opportunités qui est dans la loi Pacte de se doter d'une raison d'être. Et donc, je vais vous présenter en premier lieu les activités de Veolia que vous connaissez peut-être dans la manière dont on l'a définie dans notre raison d'être, avant de vous présenter comment on l'a élaborée.
Donc effectivement, on pratique nos activités dans l'eau, les déchets et l'énergie, en apportant à nos clients publics comme privés, donc partout dans le monde, des solutions qui permettent à la fois de faciliter l'accès aux services essentiels et l'accès aux ressources naturelles, donc en les utilisant, mais aussi en les recyclant de manière efficace. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre mission. Aujourd'hui, le groupe compte 170 000 collaborateurs répartis dans une cinquantaine de pays, majoritairement des ouvriers et des techniciens. Donc on est vraiment une entreprise à la fois à forte teneur technologique, mais aussi à forte teneur de main-d'œuvre. Et c'est ce qui nous fait une entreprise qui est à la fois locale dans les territoires où on intervient et à la fois globale. Donc en termes de chiffre d'affaires, Veolia, c'est 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et le cœur de notre modèle économique, c'est la réduction de notre empreinte environnementale et de l'empreinte environnementale de nos clients. Voilà comment on l'a formulé. Donc Martin le rappelait, pour ma part, je suis directeur de l'engagement climat de l'entreprise. C'est un des 9 engagements que Veolia a pris dans le cadre de sa responsabilité sociale et environnementale lors de son dernier plan stratégique. Alors le plan stratégique, c'est un exercice de 4 ans qui fixe les axes de développement de l'entreprise. Et donc sur le plan 2015-2019, Veolia a choisi d'afficher son ambition ressourcer le monde, d'en faire la signature de sa marque et de développer une marque employeur associée, We Are Resources. Donc Veolia a pris, c'est un peu loin, mais voilà, 3 engagements pour la planète, 3 engagements pour les territoires dans lesquels elle intervient et 3 engagements pour les collaborateurs. Et à chaque engagement, on a associé des indicateurs chiffrés avec des objectifs sur la période 2015-2020. Et chaque engagement est porté par un membre du comité exécutif qui en est le sponsor. On peut trouver sur votre site. Tout ça, c'est disponible sur le site de Veolia. Et donc en fait, ça a été vraiment le terreau préparatoire qui nous a permis, en fait, même avant le vote de la loi Pacte, dans le cadre de la réflexion sur le prochain plan stratégique qui va arriver de 2020 à 2023 sur l'élaboration de la raison d'être de Veolia. Et donc cette raison d'être, elle a été présentée à l'Assemblée Générale de Veolia d'avril dernier, donc elle est toute neuve, vous en avez un extrait là. Ceux qui voudront, j'en ai apporté quelques exemplaires aussi pour que vous puissiez toucher du doigt ce que c'est concrètement. Donc comment est-ce que ça s'est élaboré? C'est d'abord une impulsion du président directeur général Antoine Frérot qui a proposé au conseil d'administration de travailler sur une raison d'être pour que Veolia puisse exprimer sa vocation sous cette forme. Le conseil d'administration a accepté d'en débattre et aussi de la valider. Donc je vais citer Antoine Frérot. Voilà comment il a envisagé ses travaux. La raison d'être de Veolia ne pouvait se limiter à l'affirmation de notre ambition ressourcer le monde, ni à un recueil des attentes des parties prenantes matrices de matérialité, qui est un exercice qui est proposé notamment par les Big Four qui ont été évoqués dans la plénière avant nous, et encore moins à l'expression d'une bonne volonté collective. C'est un travail de définition, d'une vision partagée qui donne du sens, montre un chemin, et constitue un guide pour la gouvernance de l'entreprise. Voilà le cadre dans lequel se sont lancés ces travaux. Il y a eu la consultation d'un grand nombre de parties prenantes. D'abord, 4 sessions au niveau du conseil d'administration, la consultation et le travail au niveau du comité exécutif, au niveau du comité de direction, donc une vingtaine de directeurs représentant aussi toutes les géographies. 2 séances avec les instances représentatives du personnel, une au niveau France et une au niveau Europe. La création d'une communauté Google+, l'intranet du groupe, pour partager les éléments de cette raison d'être et recueillir les commentaires des collaborateurs. Donc il y a eu plus de 6300 collaborateurs qui ont répondu. Et encore avec l'extérieur, 2 rencontres avec le comité des parties prenantes de Veolia et des panels représentant le grand public. Donc ça a accompagné l'exercice de rédaction du texte qui s'est déroulé sous 3 mois. Et si l'objectif c'était d'avoir un texte court qui donne une vision, c'est le PDG qui s'est assuré en fait que l'essentiel pour chaque partie prenante se retrouvait préservé dans la version finale. C'est clair qu'il y a eu un large consensus sur la vision
de la société, ce qui est revenu en leitmotiv dans les discussions, c'était en quoi c'est différenciant, en quoi c'est vraiment Veolia qui se présente dans sa raison d'être et en quoi on n'est pas générique Les enseignements sur ce processus d'élaboration, ça a été d'abord une convergence notamment des équipes de direction sur un projet commun. On l'a dit, la loi Pacte elle a pour but de réconcilier l'utilité sociale et la profitabilité de l'entreprise. C'est un vrai travail qui a été fait là-dessus, en débat. Et puis, de manière plus exigeante, une manière de réconcilier effectivement le dire et le passage à l'acte, le faire. C'est normal que ces travaux aient aussi souligné, vous l'imaginez, les différentes priorités des parties prenantes qui ont été interrogées. Donc je ne vous ferai pas de mystère en vous disant que les salariés ils sont plus sensibles à la répartition équitable des richesses au sein de l'entreprise, au dialogue social que les administrateurs. Ce qui a été aussi intéressant, c'est de voir que les parties prenantes externes ont vraiment demandé à ce qu'apparaisse très visiblement la notion de facilitation de l'accès aux services essentiels, qui est au cœur de nos métiers depuis la création de l'entreprise, en regard des offres environnementales. Et puis les représentants des salariés ont aussi largement interrogé avec acuité la manière dont tous les collaborateurs allaient pouvoir se saisir de cette raison d'être et comment elle allait irriguer l'entreprise. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce travail, ça a recentré le conseil d'administration sur son rôle stratégique dans l'entreprise et le directeur général sur son rôle de management du projet collectif. Donc, je pense que les évolutions de l'article 1833 de la loi Pacte ont déjà été évoquées, mais pour nous, ça a été important de mettre dans notre raison d'être, d'acter le fait de la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux. Donc on a écrit dans la raison d'être que la prospérité de Veolia est fondée sur son utilité pour l'ensemble de ses parties prenantes, clients, actionnaires, salariés, mais au-delà fournisseurs, population actuelle et générations futures. Et donc que sa performance doit être évaluée selon des dimensions qui correspondent à tous ces publics. Donc en fait là maintenant on va passer dans la phase d'organisation de la gouvernance et du suivi et de la mise en œuvre de cette raison d'être au sein du groupe. Et il a été choisi de le faire à travers un tableau de bord qui sera suivi au niveau du conseil d'administration du groupe, qui va autour d'une quinzaine d'indicateurs qui sont en cours d'élaboration, suivra à la fois la performance économique et financière, les dimensions environnementales, sociales et aussi les dimensions d'éthique et de gouvernance de l'entreprise. Donc, si la raison d'être elle a vocation à perdurer sur une durée longue dans l'entreprise pour montrer la vision et la direction, le tableau de bord, lui, il accompagne vraiment l'exercice du plan stratégique sous les 4 ans et il pourra être amené à être revu en fonction des orientations qui sont prises. Voilà, donc en conclusion, on peut dire qu'en adoptant sa raison d'être, Veolia a mis en œuvre les 3 recommandations volontaires de la loi Pacte, qui étaient à la fois l'instauration de critères de responsabilité sociale et environnementale dans la rémunération des dirigeants de l'entreprise, la mise en place d'un comité de parties prenantes et l'adoption d'une raison d'être. Merci beaucoup. Et donc du coup, on termine notre premier tour de table avec vous, Swan Baumier. Vous êtes chargé de plaidoyer régulation des entreprises multinationales au CCFD Terre Solidaire, aussi docteur en sciences politiques, avec notamment une thèse sur le cas de l'implantation d'une usine Michelin en Inde, et notamment le recours au droit international des ONG. Et vous avez coécrit avec Cécile Renoir, qui est intervenue hier dans un atelier, l'entreprise comme commun au-delà de la RSE, aux éditions Charles-Léopold Meyer, et c'est sorti en 2018. On a pu le voir, par exemple, avec la campagne que le CCFD Terre Solidaire a menée en soutien de la loi de devoir de vigilance qui a été adoptée en 2017, qui a vraiment un enjeu dans une mission d'entreprise tout au long de sa chaîne. Qu'est-ce que ça signifie du coup aujourd'hui pour une entreprise d'avoir une mission quand on sait qu'elle peut être présente tout autour du globe? On l'a vu avec vous, Alice, dans des pays aussi où le nombre d'acquis sociaux reste encore à conquérir, et aussi tout en sachant qu'on ne peut pas faire fi des limites planétaires aujourd'hui. Oui, rebonjour à toutes et tous. Donc là,
dans mon intervention, je vais reprendre un peu de recul historique pour essayer aussi de voir dans quel mouvement s'inscrit la loi Pacte et donc ces deux événements que sont ces deux lois que sont la raison d'être et la société à mission. Il faut se rendre compte qu'au début des débats sur la responsabilité des entreprises, dans les années 70, Milton Friedman, donc un économiste néoclassique, dit la responsabilité principale des entreprises, c'est de maximiser son profit tout en se conformant aux lois et aux coutumes locales. Donc là-dedans, la responsabilité de l'entreprise, c'est tout ce qui va être volontaire et qui va être d'aller au-delà de la loi selon le guide éthique du dirigeant ou selon une perspective de management du risque qui est de faire taire la critique. C'est-à-dire on est dans une optique utilitariste où la responsabilité, ça va être qu'est-ce qui me plaît de faire au-delà de ce que la loi m'impose. Et mon but premier étant de maximiser mon profit. Donc cette vision de la responsabilité fondée sur l'autorégulation et sur les engagements volontaires, c'est ce qui a prédominé jusqu'aux années 2000 en droit international, c'est ce qui prédomine encore dans la loi Pacte, mais c'est ce qui a été battu en brèche au tournant des années 2010 au niveau international. Juste pour vous rendre compte, en 2001, la Commission européenne disait que donc la responsabilité, c'était de satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables. Bon, heureusement, les entreprises doivent respecter la loi, mais aussi d'aller au-delà et d'investir davantage. Donc, aller au-delà de la loi, c'était ça ce qui était vu comme la responsabilité de l'entreprise. Quel était le problème que cela pose ? C'est que d'abord, de quelle loi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle des lois locales ou est-ce qu'on parle du droit international, des conventions onusiennes ? Les États, on le sait aujourd'hui, les entreprises, on le sait aujourd'hui, mettent les États en compétition en organisant une course au moins-disant social, au moins-disant environnemental, au moins-disant fiscal. On le sait tous avec le scandale de l'évasion fiscale. On le sait aussi avec la multiplication des zones franches qui permettent de créer des droits d'exception et des exemptions à la loi. Et donc, respecter la loi, finalement, si c'est respecter la loi locale, cela ne veut pas dire grand-chose. Surtout quand certaines entreprises agissent dans des territoires où l'État est très faible, voire défaillant. On sait aussi que c'est un problème de se dire qu'il faut respecter la loi quand on sait que les entreprises font du lobbying et donc participent à la construction, à la définition de ce qu'est la loi. On sait aussi que c'est un problème lorsque les entreprises attaquent les États quand elles veulent mettre en place des législations. Donc ça, c'est tout ce que l'on porte actuellement dans la campagne Stop Impunité avec 200 organisations européennes. C'est tous les mécanismes qui permettent à une entreprise d'attaquer un État et de lui demander des indemnités dès lors qu'une loi adoptée par un État va contre son profit. Donc, face à ce constat que juste l'autorégulation ne suffit pas à limiter les scandales, puisque les scandales reviennent perpétuellement en une des journaux, les Nations Unies ont adopté en 2011 un nouveau cadre normatif international qui a été adopté par consensus au Conseil des droits de l'homme, à l'ONU, et qui statue que le respect des droits de l'homme est une obligation absolue et que ce respect des droits de l'homme doit être fondé sur le respect des conventions onusiennes. Ce qui veut dire que, à la suite de ce texte qui a donc marqué profondément, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous l'expliquer, mais qui a vraiment marqué profondément le droit international, l'OIT, l'OCDE, l'ONU et la Commission européenne ont revu leur définition de la responsabilité et ont dit que la responsabilité des entreprises, désormais, c'était, la Commission européenne, je cite, de recenser, prévenir et atténuer les effets négatifs potentiels que les entreprises peuvent exercer. Donc aujourd'hui, parler de la responsabilité comme ce qui est du domaine du volontaire, c'est dépassé. Aujourd'hui, la responsabilité d'une entreprise, c'est d'identifier, de prévenir et de réparer ses impacts, ses dommages collatéraux. Les dommages collatéraux de son activité. Pourquoi est-ce que c'est dépassé ? Pour la simple et bonne raison que tout ce qui est de l'ordre du volontaire et qui est gagnant-gagnant, tout ce qu'une entreprise va faire et qui va en même temps lui apporter une licence d'opérer, une légitimité auprès du public, ce qui va lui apporter des nouveaux clients, finalement ce n'est pas du domaine de la responsabilité, c'est du domaine du bon management, de la bonne gestion. Ce qui coûte, ce qui est de l'ordre de la responsabilité, c'est là où on a un dilemme éthique qui rentre en jeu, là où il va falloir faire des choix, là où il va falloir discriminer et se dire qu'est-ce que je vais perdre ici, qu'est-ce que je vais y gagner, et de raisonner en termes
de dilemmes éthiques à trancher selon des valeurs qui s'opposent. Est-ce que la valeur de la maximisation du profit et la valeur du respect des droits humains sont alignées? Si tout est aligné, finalement, ne pas l'avoir fait par le passé, c'est que vous étiez un mauvais manager, puisque tout le monde y gagnait. C'est de la bonne gestion. Là où la responsabilité entre en jeu, c'est quand cela va vous coûter, et donc cela va vous coûter en termes de profit, de respecter les droits humains, parce que oui, respecter les droits humains, ça veut dire qu'on ne peut pas agir en toute impunité. Alors, nous, au CCFD, ce que nous battons, c'est on va dire, pour deux choses. La première, c'est de respecter les droits humains tout au long de la chaîne de valeur. Donc effectivement, l'article 1833 de la loi Pacte a été modifié dans le bon sens, mais bien en deçà de ce que le droit international et le droit européen reconnaissent comme faisant consensus. C'est-à-dire que l'article 1833 de la loi Pacte dit qu'aujourd'hui, l'entreprise doit être gérée dans l'intérêt commun des associés en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Nous, ce que nous défendons, c'est que la société doit être gérée par l'ensemble des parties prenantes en prenant en compte, donc ça c'est de l'argutie juridique, mais les termes ont une force juridique extrêmement différente, en prenant en compte les conséquences de son activité tout au long de sa chaîne de valeur. Ce qui est beaucoup plus fort en droit et ce qui reflète bien, ce qui aurait pu refléter dans le droit français, ce qui fait consensus au niveau onusien et européen, et ce qui n'a pas été fait. Au contraire, on a perpétué dans cette logique de la loi Pacte une des dimensions d'ordre volontaire, et donc on crée des niches de vertu. On crée une niche de vertu sur la raison d'être, on crée une niche de vertu sur la société à mission, sans remettre en cause l'idée que ce qu'il faut, c'est de relever le plancher social et environnemental pour s'assurer que les droits humains soient respectés partout dans le monde par nos entreprises. Et là-dessus, le gouvernement a fermé la porte. Dans notre plaidoyer auprès du cabinet de Bruno Le Maire, on nous a dit la loi Pacte ne doit introduire aucune nouvelle contrainte juridique pour les entreprises. Et là-dessus, notre réaction a donc été de dire que cette loi Pacte, qui se targuait d'être la loi qui allait répondre aux défis du XXIe siècle, était un rendez-vous manqué, puisque les communautés affectées par les entreprises françaises à l'étranger, les communautés qui sont face à des dénis de justice majeurs et qui voient leur environnement ou leurs droits humains bafoués, seront contentes de savoir que le ministre de l'économie française ne voulait pas introduire de nouveaux devoirs pour les grandes entreprises. Nous, notre combat, ça a été de porter la loi sur le devoir de vigilance en 2017, cette loi qui donc rend les entreprises multinationales françaises juridiquement responsables, donc devant les tribunaux français, de tous les impacts aux droits humains et à l'environnement qui ont lieu dans leur chaîne de valeur en France et à l'étranger. Aujourd'hui, nous portons ce combat au niveau de l'Union européenne, où une directive sur le devoir de vigilance pourrait voir le jour. Nous portons aussi ce combat à l'ONU avec un traité qui est en cours de négociation sur les entreprises et les droits humains. Et enfin, notre deuxième combat, dans les 30 secondes qui me resteront, c'est de protéger l'idéal démocratique, c'est-à-dire s'assurer que l'on mette fin à ce système d'impunité organisée qui permet à des entreprises d'attaquer des États dès lors que les États adoptent des législations d'intérêt général qui vont contre leurs profits. Par exemple, l'Allemagne est attaquée pour 4 milliards de dollars par une entreprise suédoise pour vouloir sortir du nucléaire. Le Mexique a dû payer 77 millions d'euros pour pouvoir surtaxer un produit. Veolia a attaqué l'Égypte lorsque l'Égypte a rehaussé son salaire minimum, etc., etc. Ce que nous voulons, c'est mettre fin à cette attaque contre les principes démocratiques, et ce que nous voulons, c'est mettre fin à la menace contre la liberté d'expression. En 2018, 321 meurtres ont eu lieu de défenseurs des droits dans le monde entier. Le secret des affaires, la loi secret des affaires qui a été adoptée l'an dernier par le gouvernement, encourage le secret des affaires et ne permet pas donc aux citoyens de faire valoir leurs droits et d'élever la parole contre les intérêts économiques. Voilà. Merci beaucoup, Swan. Du coup, à partir de ça, Alice, il y avait cette question que Swan pointait par rapport à cette, le fait d'accepter qu'une entreprise s'impose une raison d'être ou adopte une raison d'être volontairement. Et j'imagine que quand on est directeur aussi
directeur des engagements climat, ça ne va pas toujours être évident de gérer ce genre de conflit, même en interne. Quels sont les espaces où cette réflexion peut avoir lieu au sein d'une grande entreprise comme Veolia, pour que tout ce travail, notamment autour de la raison d'être, mais du respect aussi, d'affronter les enjeux climatiques, puisse avoir lieu, et où c'est une réflexion puisse émerger? Je pense que déjà, une entreprise, c'est des hommes et des femmes, et donc toute transformation, elle passe par la transformation des hommes et des femmes qui prennent les décisions dans l'entreprise. Donc, effectivement, c'est bien important de parler des lieux de réflexion, parce que les décisions dans les entreprises, c'est forcément des décisions collectives avec arbitrage, mais ce ne pas des décisions qui tombent de nulle part. Et donc, moi, pour témoigner de ce qui se passe chez Veolia, si la réflexion elle peut avoir lieu, c'est d'abord parce qu'il y a un engagement de la direction. On n'est pas dans un fonctionnement complètement démocratique, donc effectivement, il y a des sujets qui peuvent être poussés parce qu'ils sont portés fortement par la direction. Et donc, si les sujets sur les engagements, ils ont pu être portés, c'est qu'ils ont été d'abord soutenus par le président directeur général et par son équipe dirigeante. Donc je pense qu'un des premiers lieux pour porter le débat, c'est le conseil d'administration et ce comité exécutif. Et après, c'est évident que les sujets environnementaux ne sont pas forcément les sujets, ou sociaux, c'est un prisme un peu environnemental, ou sociétaux, ne sont pas forcément tous les jours à l'agenda, mais c'est aussi une question de formation que chacun d'entre eux a pu accorder à ces sujets. Et la montée en puissance des sujets ces derniers temps s'est accompagnée au sein de notre entreprise par une montée en puissance des débats sur ces sujets au sein des instances dirigeantes. Et c'est aussi après, par phénomène de... Enfin, ça fait, je pense déjà, depuis tout le plan stratégique, que par exemple la capacité que le comité des rémunérations puisse intégrer dans la rémunération des dirigeants d'entreprise des éléments, des indicateurs sociaux et environnementaux, fait que naturellement c'est se porter aussi des questions sur qu'est-ce qu'on allait suivre, qu'est-ce qu'ils descendent dans l'entreprise, sur quoi il était intéressant de faire porter leurs responsabilités et donc d'engager des débats là-dessus. Donc je pense qu'après il y a la question de la formation des managers et des collaborateurs, et ça c'est dans la formation des différents réseaux de l'entreprise. Alors il y a plusieurs biais. Nous on a des métiers à forte valeur technique sur les métiers liés à l'environnement, donc il y a déjà dans la formation initiale déjà un gros prisme environnemental. Mais il y a aussi toute la formation à l'évolution des réglementations. Et par exemple, suite à la loi sur le devoir de vigilance, il y a massivement tous les cadres de l'entreprise qui ont été formés. Donc c'est vrai que les évolutions réglementaires aussi amènent à pouvoir proposer, au-delà, je dirais, de la formation que chacun peut demander pour évoluer dans l'entreprise, des formations aussi massives sur des sujets qui peuvent amener les collaborateurs et les managers à se positionner sur des sujets qui n'étaient pas forcément dans le prisme de leur préoccupation initiale. Merci pour ces compléments. Blanche Grestin, je me tourne vers vous, parce que j'ai l'impression, en entendant d'abord vous, puis ensuite Swan Baumier, qu'il n'y a peut-être pas le même enthousiasme des deux côtés sur la loi Pacte, en tout cas ce qu'elle va permettre. Merci beaucoup. Sur quel levier, vous, dans vos recherches, est-ce qu'on a pu justement voir qu'une entreprise puisse s'auto-saisir de cette raison d'être, mais même en venir peut-être à réduire ses profits, ou en tout cas à travailler différemment pour instaurer ce cadre éthique, si je peux parler comme ça. Ouais, merci, parce que en fait, c'est vrai que ça me permet de préciser un point. D'abord, je ne pense pas que la dissonance soit si forte que ça. Le niveau qui consiste à dire le devoir de vigilance pour lequel on a beaucoup milité aussi, c'est effectivement quelque chose sur lequel il ne faut pas céder. C'est cette idée de dire, voilà, l'entreprise, si elle cause en fait des dommages et doit être vigilante par rapport aux effets qu'elle produit, sociaux et environnementaux, à différentes échelles, c'est-à-dire à la fois multinationales, mais aussi dans le temps, je suis entièrement d'accord. Le point supplémentaire consistait à dire justement, en fait je pense que le débat qu'il peut y avoir, c'est sur le volontarisme ou pas.
Et donc le volontarisme, je suis bien d'accord qu'il ne doit pas porter sur la vigilance. Ça doit être un devoir, et aujourd'hui il est passé dans le droit français sur le devoir de vigilance. Maintenant, au-delà, est-ce que l'on peut obliger une entreprise à faire plus? Et moi, en fait, on partait du constat, je pense qu'il faut vraiment peut-être revenir là-dessus un peu, j'ai été trop rapide, en fait, nous, notre constat premier, ça a été de dire ce qu'il y a de positif dans les entreprises aujourd'hui n'est pas protégé. Ce qu'il y a de positif aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, on a fait un gros travail d'analyse sur qu'est-ce qui est devenu, par exemple, l'actionnariat contemporain. Oui, l'actionnariat, on en a souvent une image, voilà, c'est des petits épargnants qui vont éventuellement mettre leur épargne, leur retraite dans des entreprises. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est plutôt des investisseurs institutionnels, des BlackRock et compagnie, qui en fait investissent dans des dizaines, voire des centaines, des milliers d'entreprises, donc sur des portefeuilles. Et donc eux, la manière dont ils ont rationalisé, systématisé leur investissement, ne se joue pas en fait, leur avenir à eux n'est pas lié à l'avenir des entreprises. Il y a une forme d'indépendance. Et du coup, on se rend compte aussi que ce qui a été beaucoup transformé ces 20-30 dernières années avec cette transformation de l'actionnariat, il y a d'autres phénomènes qui l'expliquent, mais il y a notamment celui-ci, c'est que l'entreprise, là où elle était capable auparavant d'investir dans son long terme à elle, de construire les compétences du futur, d'investir dans les métiers, dans les personnes, sur des carrières longues, avec des territoires, et dans de la R&D, c'est-à-dire dans les projets qui précisément sont les plus incertains. Et c'est là où, en fait, quand je parlais de construire le lendemain, aujourd'hui, à l'heure du changement climatique, les projets de l'entreprise qui nous sont absolument indispensables, c'est la R&D. C'est ceux-là qui sont sociaux et environnementaux en premier lieu. Or, c'est ceux-là qui, parce qu'ils sont à très long terme et très incertains, sont aujourd'hui très très fragilisés. Et donc, une des enjeux qu'on avait, c'est l'entreprise, là où elle peut être d'intérêt collectif, c'était le terme qu'avait repris le rapport Nota-Sénard, c'est bien sûr qu'elle soit vigilante à l'égard de ses effets et de ses dommages, mais aussi, là où elle peut être d'intérêt collectif, c'est cette puissance générative qui permet de construire un avenir meilleur que ce qu'il apparaît aujourd'hui. Et donc, cette capacité-là, il faut la préserver. Et cette idée de dire, on ne va pas les obliger à innover. On ne va pas les obliger à faire des bâtiments. Mais par contre, ceux qui veulent s'y engager, alors qu'on les protège, qu'on leur donne les instruments gouvernementaux et les instruments de droit, de dire, vous êtes protégés envers vos différentes parties prenantes, et en particulier vis-à-vis de vos actionnaires, sur ce que vous voulez construire dans le long terme. Et ça, je pense que voilà, il faut absolument différencier ce qui est de l'ordre d'une obligation par rapport à la vigilance, et la portée que je continue à penser très forte, qui est de dire, instituons à la fois dans le droit des instruments de protection de ce que fabrique l'entreprise pour demain. Et encore une fois, à l'heure du changement climatique et de l'extrême pauvreté, on a plus besoin que jamais de ce ressort-là dans nos sociétés. Et surtout, j'ai oublié le point sur lequel je vais terminer, pardon, ça va me revenir. Si tu peux préciser, quelle protection la loi crée? Ah oui, pardon, excusez-moi. Alors, vous voyez, je suis tellement dans ma bulle que j'aurais dû commencer par là, excusez-moi. Non, la protection, c'est quand vous voulez créer donc une société à mission, c'est le principe que toute société, que ce soit une société anonyme, une coopérative, voire une association, il y a aujourd'hui des associations et des syndicats qui s'intéressent à devenir des sociétés à mission, ou des associations à mission, ça consiste à dire, voilà, j'inscris dans mon statut de société un objectif social ou environnemental. Par exemple, j'inscris dans mon statut l'idée que je suis une entreprise de BTP, mais je m'engage, par exemple, à maintenir l'emploi dans certains territoires, ou je m'engage à développer des technologies qui vont permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans telle proportion. Donc, j'inscris des objectifs, et j'inscris aussi un conseil alternatif au conseil d'administration, donc où sont représentés les actionnaires, un conseil de mission avec différentes parties et surtout des experts qui vont être chargés d'évaluer la stratégie au regard de cette mission. Et en quoi cela protège? C'est-à-dire que, en fait, par exemple, les premières entreprises qui ont choisi de passer dans ce statut-là, c'est notamment des entreprises qui se disent l'actionnariat de demain, je ne le connais pas. Et aujourd'hui, il peut y avoir des entrepreneurs qui sont très convaincus de leur projet, qui sont à fond et qui ont réussi à engager ce projet. Mais demain, ils ne savent pas si leur projet, un nouvel actionnaire ne va pas arriver et dire « c'est très bien, mais vous étiez sur… » Alors, je peux vous donner un exemple, par exemple, une société qui travaillait sur la malnutrition des enfants, notamment des pays d'Afrique, qui s'appelle Nutri7. Bon, alors c'est pas forcément… c'est un exemple que vous connaissez peut-être. Et en fait, c'est aujourd'hui une entreprise familiale, et ils se disent demain, si le capital passe à des fonds d'investissement ou à des grands groupes,
ils vont certainement avoir, parce qu'il y a eu plusieurs offres d'achat, avoir envie de réorienter le potentiel de l'entreprise, par exemple sur des projets de lutte contre l'obésité, pour lesquels il y a des marchés qui sont a priori plus lucratifs que les marchés humanitaires. Bon, voilà, c'est un exemple. Et donc, comment est-ce que j'ancre dans les statuts, je procède une orientation stratégique forte qui permet de dire aux salariés, c'est ça qui donne sens à votre emploi et c'est ça qu'on va maintenir, qui permet de rendre crédible un engagement vis-à-vis justement du monde humanitaire, en l'occurrence, et qui s'agit de construire les étapes suivantes, parce que en l'occurrence, c'est une entreprise qui se dit, je veux non seulement travailler pour des produits nutritionnels aujourd'hui, mais éventuellement réfléchir à des mécanismes de lutte contre la prévention de la malnutrition, etc. Et donc c'est des mécanismes, en fait, si les actionnaires changent, ils devront, pour changer l'orientation stratégique, réviser les statuts. Alors c'est pas du tout impossible, mais il faut qu'ils aient une majorité, ce qui n'est pas forcément le cas, et ça va être explicite, c'est-à-dire que s'ils le font, alors là tout le monde le saura. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'est un engagement, vous savez, en fait les labels, etc., où on s'engage mais sans s'engager, parce que c'est pas opposable. Là, il y a un engagement qui est opposable, et si vous le changez, c'est public. Alors, on peut dire que c'est pas grand-chose, c'est symbolique, mais la portée symbolique, malgré tout, elle a un effet. Et si je peux ajouter un dernier petit mot, une des portées qui nous semble forte, c'est, encore une fois, et sans doute la plus forte, c'est de dire, aujourd'hui, dans le droit, il est quand même écrit, une entreprise peut se définir une mission. Comment est-ce que les cours de microéconomie, les cours d'économie standard, qui disent aujourd'hui l'entreprise c'est un maximisateur de profit, un producteur, un maximisateur de profit, comment est-ce qu'ils vont intégrer le fait que non, une entreprise, ça n'est pas ça. Ça peut faire du profit, mais ça n'est pas là. Ça a une raison d'être qui n'est pas le profit. Ça ne veut pas dire qu'ils renoncent au profit. Mais le profit ne peut pas être la seule vocation de l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est considérable. Sans renoncer au profit. C'est-à-dire qu'en fait, le profit peut être un moyen pour développer une activité, pour rémunérer les parties. Bien sûr. Et sans renoncer au profit, ça ne veut pas pour autant dire que ce qui est à but lucratif n'est que à but lucratif. L'exclusivisme aujourd'hui focalisé sur le profit est une catastrophe. Pardon, je suis un peu long, mais... Non, mais c'est passionnant et merci beaucoup pour ces compléments. Et pour terminer du coup ce second tour de table, avant de passer à vos questions, Swan, j'aimerais vous entendre sur parce qu'on parle beaucoup du droit et donc du droit international, du droit local et donc ce que ça impose ou non aux entreprises, mais notamment dans un article que vous avez écrit pour la revue Projet, vous en appelez aussi à la mobilisation citoyenne pour faire pression sur les entreprises. Quel rôle pourrait jouer cette mobilisation justement dans la définition d'une mission et d'une responsabilité pour une entreprise ? En 4 minutes un peu. Oui, en fait, je pense qu'on est d'accord aussi avec Blanche sur le constat général de là où on veut aller et des défis qui sont effectivement le premier défi, et c'est ce que le CCFD porte, c'est ne pas nuire. Et là-dessus, le Collège des Bernardins a travaillé pendant des années aussi à cette question de ne pas nuire. Et la question de... il faut ne pas nuire, mais il faut, et là je pense que le colloque en entier est dédié à cette question, réinventer une économie qui soit respectueuse des droits humains et de l'environnement, qui fonctionne dans les limites planétaires. Et donc c'est là où je pense que la société à mission arrive. Après, en fait, nous on a un désaccord stratégique. C'est qu'on pense que la société à mission, c'est un outil de greenwashing. Et on le pense, alors vous pourrez vous dire, bon ça c'est le CCFD, c'est les altermondialistes de gauche là, ils sont toujours à voir tout ça tout noir. Mais le BCG, donc le Boston Consulting Group, qui vous savez est l'une des entreprises qui a étudié Sébastien Stinger dans sa thèse, le BCG, donc, qui n'est pas taxé d'altermondialisme, a réalisé une étude auprès des directeurs développement durable et leur a demandé ce qu'ils pensaient de la raison d'être de la loi Pacte. 60%, je crois que c'est 60%, en tout cas c'était plus de 50%, mais je crois que c'était 60% le chiffre exact, 60% de ces directeurs pensent que la raison d'être, c'est un argument de communication. Et sur la question de la société à mission, nous on a un autre problème, c'est on a le droit de la changer quand l'actionnariat change. Donc finalement, et surtout, qu'est-ce qui empêchait, avant que la loi Pacte existe, qu'est-ce qui empêchait d'inscrire cela dans les statuts ? Rien. En fait, on ne fait qu'ancrer du volontariat dans la loi, puisqu'on pouvait déjà inscrire dans les statuts la société à mission. Donc de ce côté-là, on n'a pas créé
de quelque chose qui soit contraignant de nouveau, puisque il y a 20 ans, on pouvait déjà inscrire dans ces statuts, comme Nutriset l'a fait, comme DNDi, donc c'est une initiative portée par MSF, c'est une entreprise portée par MSF, DNDi, qui est basée en Suisse, qui travaille sur les maladies orphelines, l'a fait. Il y a beaucoup d'exemples de sociétés qui avaient déjà inscrit dans des statuts une mission. Donc on n'inscrit rien de nouveau. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On légitime le fait de communiquer sur le fait d'avoir créé une société à mission. Et il y a un article dans The Conversation est assez intéressant et dit « Et si Monsanto devenait une société à mission ?» C'est-à-dire si Monsanto dit demain « Moi, ma mission, c'est de lutter contre la faim dans le monde », ce qui est la même mission que celle du CCFD. Et c'est là où on en arrive au désaccord stratégique de fond, qui a été aussi porté par le Haut Conseil à la vie associative, c'est qu'avec ça, on perd la distinction entre l'économie sociale et solidaire, les entreprises cotées, les entreprises familiales de l'économie classique et les associations. Puisqu'en fait, à la fin, tout le monde se dote d'une mission, d'un objectif de communication qui n'empêche pas d'avoir une OPA hostile sur l'entreprise, qui n'empêche pas d'avoir un rachat de parts et qui, au fur et à mesure, fait que l'actionnariat changeant, on impose un changement de statut et on ne crée pas de nouvelles contraintes dans cette loi Pacte pour s'assurer que les droits humains et l'environnement vont être respectés et opposables devant le juge. En fait, c'est ça où, sur le fond, on est d'accord sur les objectifs qu'il faut remplir dans les prochaines années. Par contre, on a un désaccord stratégique assez important sur les moyens d'y arriver. Et c'est là où nous, au CCFD, on se mobilise aujourd'hui dans une grande campagne européenne qui a reçu plus de 560 000 signataires et sur lesquels 560 candidats aux élections européennes viennent de s'engager, qui est la campagne des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales, Stop Impunité. Vous pouvez signer cette pétition sur stop-impunité.fr. Et donc là, le but, c'est vraiment de relever les planchers socio-environnementaux. Donc c'est plus du volontariat pour se dire comment est-ce que les entreprises peuvent faire mieux, c'est de dire on rehausse tous les planchers, et de toute façon, si elles ne font pas mieux, elles disparaîtront. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'entreprises dont on serait content de les voir disparaître. Bayer Monsanto en est une. La bonne nouvelle, c'est que grâce à tous les jugements qu'il y a eu aux États-Unis, vous savez qu'aujourd'hui, Bayer Monsanto, c'est 52 milliards, c'était 160 milliards il y a 1 an et demi de cotation boursière. Pourquoi? Parce que on a dit à Bayer et à Monsanto depuis des décennies que les pesticides c'était mauvais pour la planète et qu'il fallait arrêter. Elles nous ont pas écoutés. Maintenant, c'est le cours de bourse qui s'écrase à chaque fois qu'il y a une nouvelle condamnation de Monsanto aux États-Unis. La dernière, il y a 2 semaines, de 2 milliards de dollars pour un couple. Donc en fait, c'est là où nous, en fait, on agit, c'est de se dire que les entreprises, elles bougent sous la pression de la société civile. Le Veolia a mis en place une raison d'être. Cette raison d'être, est-ce que vous l'auriez prise il y a 20 ans? Je ne pense pas. Parce que c'est la société civile qui évolue, c'est les grèves du climat qui ont lieu toutes les semaines, c'est le fait qu'il y a le devoir de vigilance qui crée un cadre différent et dans lequel, finalement, créer une raison d'être, c'est pas très... Ça coûte pas grand-chose, vu que le cadre a tellement évolué, que les exigences sont tellement hautes, que finalement, la raison d'être, on peut le faire sans que ça change fondamentalement votre business, puisque les règles se sont améliorées. Et donc nous, c'est ça qu'on porte. Et le désaccord qu'on a avec Blanche, c'est un désaccord plus stratégique que de vision de là vers où on veut aller. Et nous, on ne veut pas créer des niches de vertu. Nous, on veut s'assurer que dans le monde entier, les droits humains et l'environnement soient respectés. Et je pense que c'est là le... Après, donc, c'est à vous de vous positionner sur est-ce que les niches de vertu, c'est mieux que les planchers, quoi. Merci beaucoup, Swan. Et bon, c'est passionnant et on aurait envie de vous entendre, enfin, à chaque fois réagir les uns par rapport aux autres, mais on va vous intégrer dans la conversation avec la petite méthode habituelle que vous avez sûrement déjà expérimentée si vous avez fait des ateliers. Plutôt que de partir dans des questions individuelles, on a plutôt envie de vous offrir 5 minutes pour réagir et vous écouter entre vous. Plus Non, mais je peux vous en... Ah oui, complètement, ouais. allez, 7 minutes 30 pour discuter en binôme avec votre voisin et voir si une question émerge ou en tout cas des réactions.
Et nous, il faudra qu'on termine dans une demi-heure. Donc c'est aussi pour que vous ayez le temps de poser vos questions et que nos intervenants puissent chacun réagir. Parce que j'imagine que vous avez tous des choses à dire par rapport de là où vous êtes. J'ai pas bien compris. Là, on parle avec son voisin. Oui, voilà, pendant 5 minutes, vous parlez avec votre voisin ou votre voisine, pas trop fort parce que les autres n'en sont pas encore à ce stade-là. Et comme ça, on laisse souffler les intervenants. Et ensuite, on prendra vos questions. Alors, une première au premier rang, au troisième rang avec le pull bleu, et puis ensuite, peut-être qu'il y aura une troisième question d'ici là. Je peux en faire une à double détente. À double détente. Essayez d'être concis et efficace quand même dans les questions. La première, elle s'adresse à Blanche Sagrestin, la première partie de la question. À la première partie de la première question. La question s'adresse à Blanche Sagrestin, c'est: vous nous avez présenté l'exemple d'une PME qui veut se protéger contre le fait d'être rachetée et donc de perdre sa raison d'être et de changer les orientations stratégiques fortes de l'entreprise. À l'inverse, est-ce qu'on a des exemples, alors effectivement c'est récent cette loi, mais est-ce qu'on a des exemples d'entreprises qui avaient une culture forte, qui avaient des enjeux, un métier, vraiment ce qu'on appelait les capitaines d'industrie, enfin, qui ont été rachetés, qui sont devenus dans ces entreprises totalement financiarisées, avec des objectifs à extrêmement court terme. Est-ce qu'on a déjà des exemples de marche arrière, de transformation donc, du mode de gouvernance et en incluant cette réflexion de la raison d'être. Voilà. Est-ce qu'on a des exemples d'amélioration d'entreprises qui s'étaient sur ce plan-là dégradées? Et la deuxième partie de la question, elle concerne Alice Perard, parce qu'il y a donc eu Veolia, une très grosse entreprise qui a mis en place cette... Moi, j'avoue que j'ai été très surprise que ça se passe en aussi peu de temps. 3 mois, c'est très rapide pour mettre ça en place. Est-ce que vous avez déjà observé les changements que ça peut apporter dans la gouvernance de l'entreprise, dans le fait que des personnes qui jusque-là n'avaient pas droit à la parole ou dont les préoccupations ne s'exprimaient pas, est-ce que déjà ça change quelque chose dans la gouvernance interne? Voilà. Merci. On va prendre une troisième question du coup avec puis on fera vous avez défini une raison d'être. Quelle grille vous faites pour analyser les résultats de cette raison d'être? Parce que comment vous quantifiez si vous êtes encore dans la raison d'être pour éviter justement parce que vous pouvez dire ça du coup sur les risques sur les greenwashing et ça. Et du coup, quand vous parliez de la réflexion au sein de l'entreprise, notamment au sein de la direction, etc., jusqu'où est-il permis dans ces boîtes-là de parler en nom personnel et pas du coup, est-ce qu'il y a vraiment une distinction entre la casquette Veolia et la casquette personnelle? Est-ce que la casquette personnelle est aussi dans un monde d'état? Merci pour vos questions. Je propose que... Juste rajouter, on va faire très court. Je vous assure. Oui, non, je vous crois, mais si vous voulez, enfin bon. Je m'adresse à tout le monde. Vous avez prononcé une phrase clé, je trouve, quand vous avez dit sans renoncer au profit. À un moment donné, il va peut-être falloir renoncer au profit. Je pense que chacun fait de son mieux. Mais on met toujours l'homme et l'entreprise au centre de nos questions. Ce matin, en tout cas, parce que j'étais pas là hier, est-ce que ce n'est pas la planète que nous devrions mettre au centre de nos discussions et le travail arriverait à du coup, il y aura un deuxième tour pour les autres frustrés. Allez-y, allez, je vous écoute sur les. Enfin, il y a 2 questions qui vous ont été posées, puis ensuite Blanche et peut-être Swan si vous souhaitez compléter. Je vais essayer de ne pas monopoliser la parole. Effectivement, 3 mois, c'est rapide. Pourquoi? Parce que ça a été précédé, j'ai essayé de le montrer par des travaux qui ont déjà bien
ouvert la voie sur les 4 dernières années, voire antérieures, mais donc on ne partait pas de rien. On part d'une impulsion directe du président directeur général, donc pour mettre les troupes en ordre de marche, ça va quand même aussi beaucoup plus vite que si ça partait d'une démarche, comme on l'a dit, de direction du développement durable, par lequel parfois c'est la porte d'entrée. Quel changement pour la gouvernance. Un des constats de notre PDG, c'est quand même effectivement la capacité d'alignement de son équipe de direction. C'est pas simple. On a vu qu'elle est aussi dans l'intervention de Sébastien le cadre de référence d'un certain nombre de personnes qui sont à des postes dirigeants aujourd'hui. Ils sont aussi dans l'entreprise. Il y en a aussi chez Veolia, donc la notion d'utilité sociale, environnementale versus profit, quand on vient de ces formations-là, il y a quand même du débat. Effectivement, là je pense qu'on est dans un acte de management fort de l'alignement de l'équipe dirigeante, et c'est ça qui a permis, je dirais, que l'écriture du texte soit rapide. Et puis j'y reviendrai peut-être plus tard dans les questions, mais il y a aussi une tradition assez longue de discussion avec les parties prenantes externes. Notre comité de parties prenantes, qui avant était plus organisé sous forme de Critical Friends, quand même, il existe depuis 2013, donc il y a aussi un dialogue profond sur un certain nombre de sujets stratégiques entre le comité exécutif et les parties prenantes externes. Et cette habitude d'être challengé par des parties prenantes externes qui est entrée dans l'entreprise et qui a permis aussi que ce processus de consultation il se fasse dans la confiance et que les propositions soient aussi écoutées et reçues. Donc dans le changement de gouvernance, ça n'a pas apporté de changement de gouvernance majeur, parce que je pense que l'alignement il s'est fait plutôt en amont. Par contre, ce qu'on peut déjà percevoir, nous, au sein de retour, au sein de l'équipe de la direction du développement durable, c'est du middle management qui se sent très fortement soutenu, en fait, par cette raison d'être. Parce que on est effectivement soumis à des objectifs de profit, de marque dans les business units, et de savoir qu'en fait le groupe s'adosse à ça, ça vient soutenir aussi des gens qui ne sont pas chez Veolia pour rien, et qui parfois auraient peut-être tendance à se dire mais finalement dans ma boussole c'est où, et ça vient aussi, et ça commence à être assez perceptible aussi dans l'entreprise. Donc la grille d'élaboration, pour répondre, elle est en construction. Elle s'inspirera en partie de ce qui a été fait pour la partie sociale et environnementale des travaux qui ont été faits sur les 4 dernières années. La question sera, est-ce qu'on pourra suivre tout l'engagement RSE de l'entreprise au travers uniquement de sa grille, sans que ça devra aussi être complété. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir une grille partagée qui suit à la fois l'économique, à la fois le social et l'environnemental, aussi notre implication dans les territoires, et puis des questions qui sont aujourd'hui vraiment sur le devant de la scène, d'éthique et de gouvernance dans cette grille. Au sein de l'entreprise, la liberté de parler. Moi, je trouve que chez Veolia, on est quand même dans une entreprise, on a une grande liberté de parole, de dialogue social. Donc, ni au sein des instances représentatives du personnel, ni au sein des positions personnelles. On a assez peu de saisies du comité d'éthique. On ne connaît pas ces sujets-là. Après, il y a peut-être. C'est pas une problématique qui est remontée comme étant une problématique majeure dans les matrices de matérialité qui ont pu être remontées chez Veolia, ou des revendications des salariés. Enfin, je ne dis pas qu'il y a des personnes le personnel ne se sentent pas. C'est pas. Peut-être qu'elles ont quitté l'entreprise. Je sais pas. Je voudrais peut-être juste dire sur la question sans renoncer au profit. Moi, il y a quelque chose qui me marque. C'est quand même que, là, on ne peut pas non plus faire porter l'entreprise tout le système économique, mais c'est une vraie question que vous portez sur le système économique entier dans lequel on se trouve. Et moi, ça m'a frappé de voir que dans le fonds éthique et valeurs du CCFD, Veolia est une des entreprises, l'entreprise industrielle à mieux coté dans le fond. Donc même les associations, quelque part, reposent en fait sur la création de valeur du système porté par les entreprises pour financer leurs actions. Donc on est vraiment interdépendants, et ce que vous posez, ça dépasse le cadre de l'entreprise, mais ça pose vraiment la question
l'évaluation du système en entier. Blanche, il y avait la question qui vous était directement posée sur une reprise en main des actionnaires de certaines entreprises, et puis après, si vous voulez compléter sur les deux autres questions. Juste pour faire le lien là, oui, sur tout à la fait, question du profit avant. Bien sûr. Parce qu'en fait, bon, je vais vous décevoir, parce que moi, je ne vais pas faire des réponses simples, parce que je pense que c'est des questions très difficiles. Mais en fait, typiquement sur le profit, qui est évidemment une question essentielle, c'est-à-dire de se dire, est-ce qu'il y a une différence vraiment fondamentale entre justement le secteur de l'ESS qui se donne une lucrativité limitée? Alors, évidemment, il y en a une. Mais en même temps, qu'est-ce que ça voudrait dire de dire il faut renoncer, il y a un moment où il va falloir renoncer au profit? En fait, pour nous, ça veut dire quelque chose dans le fond. Ça veut dire, c'est comme si vous disiez, il y a des stratégies qu'on connaît, par exemple, qui permettraient de sauver la planète, mais qui ne seraient pas rentables. Et c'est celle-ci qu'il faudrait choisir. Mais ça, vous faites l'hypothèse que les stratégies, elles sont identifiées et qu'on sait qu'en l'état des connaissances actuelles, elles ne sont pas rentables. Maintenant, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il n'y a pas d'autres stratégies qu'on ne connaît pas encore et qui pourraient peut-être être rentables? Ouais, c'est toujours, nous, on avait notre nom de code en interne, c'est le not yet design. Quand on dit il y a du profitable et du non profitable, c'est qu'on fait une hypothèse que les stratégies, elles sont là et qu'on peut les hiérarchiser en fonction de certains critères. Et si vous faites l'hypothèse que justement, s'il y a entreprise, c'est parce qu'on ne les connaît pas. C'est parce qu'on veut en explorer d'autres. Et qu'on peut se donner comme objectif, même si c'est à très long terme, de faire qu'à la fois il y ait de la possibilité de leur redistribution et qu'il y a d'autres intérêts. Ouais, d'un point de vue formel, en tout cas, il ne me semble pas qu'on puisse trouver une objection théorique sur la possibilité d'avoir à la fois du profit et de faire des objectifs plus. En tout cas, si on ferme cette possibilité, ça a des répercussions très fortes. Et notamment, il me semble qu'il faut, attention, être très vigilant à l'idée de dire le lucratif, il fait du lucratif et il ne fait pas d'autre chose. Parce que alors là, c'est un peu la catastrophe. Ça veut dire qu'on dit que le lucratif, il fait plus que du lucratif, et on va avoir des vrais soucis. Et l'autre question, alors, c'est sur la question des effets. Je pense que non seulement vous avez raison, il y a un problème de temporalité, c'est que les effets, on ne les voit pas encore, par définition. Même si on pourrait avoir, on fait des recherches en ce moment, par exemple, sur les entreprises qui ont des missions de service public, historiquement, qui sont parfois des entreprises en tant que telles, donc qui peuvent avoir des schémas de gouvernance intéressants. Mais en fait, il me semble que le point sur lequel je voudrais insister, et qui en fait anime beaucoup des recherches actuelles, c'est de dire les effets, comment est-ce qu'on va les mesurer? Vous dites, est-ce qu'il y a eu de la dégradation? Alors, parfois de la dégradation sur les conditions de travail qui sont visibles immédiatement, de la dégradation sur les performances environnementales. Mais en fait, il me semble qu'un des enjeux, c'est justement de déplacer, c'est pour ça que je dis que je ne fais pas une réponse facile. Si on peut mesurer des impacts, en fait, on est dans le cas facile. En fait, ce qu'on va observer, nous semble-t-il, tout de suite, c'est davantage que la nature des objets sur lesquels les gens travaillent, par exemple, les discussions qu'il va y avoir en conseil d'administration ou en conseil de mission, en l'occurrence, elles ne vont pas porter sur les mêmes objets. Je vous donne un exemple qui est là, sur lequel on travaille et qui est pour le coup assez avéré. C'est est-ce que l'entreprise, elle travaille sur, par exemple, un système d'énergie tel qu'on le rend actuellement, et avec les objectifs et les impacts qu'on est capable de mesurer aujourd'hui, et c'est ça qu'on cherche à améliorer, ou c'est de se dire aussi, demain, en fait, cette énergie, quelles sont les valeurs que je cherche à lui attribuer. Donc pas simplement de dire, on peut dire, il y a des impacts que je peux mesurer sur des indicateurs que j'ai identifiés, mais est-ce que ça peut pas être aussi quel genre d'impact je recherche pour demain? Et ça, c'est que les conseils d'administration se saisissent de ces questions-là. Quel type de système énergétique je veux contribuer à fabriquer demain? C'est-à-dire que c'est à la fois la création des valeurs, des fonctions que je veux adresser avec ce système, et des modèles, avant même de réfléchir un peu aux modalités avec lesquelles je vais. Ouais, c'est ce type de changements qui sont des nuances, qui ne sont pas faciles, mais qui font en fait que voilà, l'entreprise, soit elle est focalisée sur un court terme, et c'est pour ça aussi que je pense qu'un des pièges qui nous guette, au-delà du greenwashing, etc., c'est plutôt ce qu'on voit fleurir aujourd'hui autour de la loi PAC, des référentiels qui cherchent à mesurer les impacts, en disant, voilà, vous avez un engagement, ça doit pouvoir se mesurer. Alors c'est vrai qu'il va falloir le contrôler, le suivre, mais est-ce que ça va pouvoir être tout de suite traçable dans... je vais du coup mesurer les écarts de salaire, ça c'est possible dans l'entreprise. Mais est-ce que c'est pas que ça qu'il va falloir tracer? C'est justement ce qu'on cherche à construire dans le futur. Et ça c'est beaucoup plus compliqué. Il nous semble que d'un point de vue méthodologique, il y a un vrai enjeu pour que ça prenne un vrai sens. Merci. Soit la réaction. En deux mots, je pense que vous avez raison de poser cette question du profit. Moi, je dirais que le profit, on peut
on peut le lâcher à partir du moment où on se dit qu'une entreprise, ce qu'elle doit chercher, c'est d'être à l'équilibre ou d'être rentable au sens de à l'équilibre. Parce que je pense que là, tu as dit on n'est pas rentable ou on fait du profit. En fait, je pense que c'est on n'est pas rentable, on est rentable et on fait du profit. Et donc déjà, ça c'est un premier... Si je peux me permettre, en plus, c'est vrai que je voulais commencer par ça. Parce que le profit en tant que tel, il n'est pas problématique. Là où il devient problématique, c'est quand on dit le profit demain matin, à très court terme, et quel niveau de profit. Parce que c'est sûr que le problème, il vient quand on veut du 15%. Alors là, effectivement, ça, on est tout d'accord. Bon, à qui il revient, c'est là où on en revient à toutes les questions d'évasion fiscale et autres. Mais un autre enjeu qui se pose derrière votre question, c'est l'enjeu de la comptabilité. Donc ça, c'est pas quelque chose que je porte dans mon plaidoyer parce que c'est un tout autre sujet, mais dans le bouquin que j'avais écrit, on parle de toutes les réformes et tous les travaux qu'il y a en comptabilité pour faire que la comptabilité, c'est-à-dire ce qu'on considère comme être le profit, prenne bien en compte tout ce qu'on appelle en économie les externalités négatives. En gros, tous les impacts socio-environnementaux qui pèsent sur l'environnement ou sur la collectivité et qui ne sont pas inscrites au bilan des entreprises. Et en gros, là-dessus, vous pouvez lire les travaux de Jacques Richard et Alexandre Rambaud qui ont écrit sur la comptabilité. Ou sinon, vous pouvez lire le chapitre du bouquin. Il est gratuit en PDF sur le site de l'éditeur, donc c'est pas pour me faire de l'argent, mais c'est pour faire du profit. C'est pas pour faire du profit puisque c'est gratuit. Mais résultat, c'est des discussions qui sont et donc c'est là où on est d'accord avec Alice Perrard, c'est qu'il y a des questions qui sont des questions structurelles de politique publique. Le problème, c'est que le jour où on s'attaque à la comptabilité, on s'attaque au nerf de la guerre du capitalisme, qui est comment on rémunère les actionnaires. Et là, je peux vous dire que la bataille, à mon avis, ce sera pas coton. Alors on va reprendre peut-être deux questions, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je sais qu'il y en a encore, et puis la discussion est passionnante. Donc il y avait vous êtes tout à l'heure, et puis Madame au fond, et puis on s'arrêtera là. Moi c'est très en lien avec ce qui vient d'être dit sur Swan. En fait, ce sur quoi j'ai plutôt réagi quand Blanche a commencé à parler, j'ai entendu on ne peut pas ou on ne peut pas contraindre les entreprises. Et là, moi, j'ai entendu, par entreprise, j'entendais presque plutôt associé, parce que c'est eux que ça aurait vraiment contraint. Et du coup, il me semble que c'est encore, mais c'est pas vraiment étonnant, mais c'est encore une vision très capitaliste de l'entreprise, où l'actionnaire reste celui qu'on ménage et le décisionnaire, etc. Et donc, ma question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui pour sortir de ce paradigme demain, parce que pour moi la question c'est plutôt effectivement moins le problème, c'est moins le profit, c'est le rôle du capital, l'importance qu'on lui donne aujourd'hui. Merci. Et donc la dernière question, allez-y. On a une question sur est-ce que l'OMS est doté d'un contrôle externe pour vérifier que les engagements que vous avez donnés à vous-même, puisque c'est pas obligé, vous allez y répondre, parce qu'on répond finalement à cet argument, mais c'est plus du recherche. S'il y a un contrôle extérieur, tu ne vas pas sanctionner si c'est pas fait, parce qu'il n'y a pas de loi qui oblige. Mais ça change un peu la donne si effectivement, à un moment donné, il y a un regard extérieur qui dit oui, Veolia contribue à ressourcer le monde proprement. Voilà, cet aspect-là. Et après, la question, ça s'est pas donné ensemble. Vous insistez beaucoup sur la personnalité du PDG qui a impulsé la démarche. Et du coup, ça donne un peu l'impression qu'il y a quelques patrons du CAC 40 qui commencent à se convertir. Est-ce que c'est cet ordre-là? Et du coup, est-ce que ça va passer par là? Parce qu'effectivement, et du coup, ça renvoie à la réponse de mon séminaire hier matin quand j'ai posé la question sur les grands absents autour de la table, ce sont les grosses entreprises. Donc merci Alice quand même, parce que et qui a répondu très doucement avant de présenter notre rapport à la Commission européenne. Donc je ne pense pas que les patrons du 40 c'est la Commission européenne officiellement. Voilà, et du coup, il y a un rôle, à mon avis, de l'Église, parce qu'il y a quelques patrons du 40 qui fréquentent l'Église ou les autres religions d'ailleurs. Mais donc, voilà, la question, c'est la personnalité du patron, est-ce que c'est l'Église convertie, et est-ce qu'il y a un contrôle extérieur qui validera un peu vos démarches? Ok, merci beaucoup. Je propose qu'on commence tout de suite avec vous, Alice, sur les deux questions qui vont être posées, puis on terminera sur le rôle du capital, peut-être avec Blanche et voilà.
Bon, alors la question du contrôle externe, elle est assez facile. Oui, en fait, les indicateurs qu'on prend, donc je pense en grande majorité pour les prochains, enfin au moins ceux qui sont quantifiables, en fait, on a choisi de les communiquer depuis de nombreuses années dans le document de référence qui est déposé à l'Association des marchands financiers. Donc en fait, ils sont tous suivis et audités par l'organisme tiers indépendant. Pour nous, c'est KPMG. Pour la partie des indicateurs sociaux et environnementaux, et pour les financiers, en ce moment, c'est EY et KPMG. Donc, dans la suite logique, les prochains indicateurs qu'on va prendre sont aussi publics, sont aussi suivis et sont aussi audités. Donc, qui dit audit veut dire audit du processus au siège, mais aussi vérification dans tous nos pays avec des déplacements des équipes sur site et vérification de la chaîne de reporting. Donc, voilà, c'est assez poussé et ça commence au mois d'octobre et ça se termine au mois de février. Donc, c'est quand même. Donc là, oui, il y a un contrôle externe. Qui existe et donc qui est rodé. Je ne suis pas capable d'analyser la population des PDG du CAC 40. Mais juste peut-être une anecdote. J'ai organisé la rencontre entre notre directeur financier et un CFO belge qui avait fortement soutenu les engagements climat de son groupe. CFO, Chief Finance Officer. Chief Financial Officer. Et quand il a entendu parler de la raison d'être de Veolia, voilà, il a dit mais votre raison d'être c'est là ou c'est là? Parce que faut que ce soit là. Voilà. Donc je pense qu'il y a effectivement de l'ordre de quelque chose de porter personnellement les démarches pour qu'elles puissent s'aboutir. Mais je pense que ça fait partie de toute façon de l'acte de management, de savoir engager, de savoir embarquer un groupe. C'est pas non plus donner du sens à un collectif pour qu'il produise et puis pour lui donner la direction dans laquelle il va créer. Ça fait partie quand même de. Oui, et quand on entend l'intervention tout à l'heure sur le formatage d'une certaine équipe économique, la raison d'être au niveau du cœur, il y a du chemin à faire, sauf que le chemin à faire, Merci. Je propose qu'on termine avec vous, Blanche, sur le rôle du capital. Ça, nous avez beaucoup parlé aujourd'hui. Vous m'en voudrez pas vous laisser la parole. Alors, effectivement, enfin, ça reste la société à mission, là, dans le droit, ça reste une société. Par exemple, la mission, elle est définie a priori par le Conseil, mais validée. Comme à partir du moment où on veut qu'elle soit inscrite dans les statuts, il faut que ce soit les associés et leur contrat qui le. Les travaux qu'on avait menés au Bernardin, ils étaient plutôt partie de l'idée que la société, c'est le contrat entre les associés, l'entreprise, c'est plusieurs parties prenantes, alors pas toutes les parties affectées par l'entreprise, mais ce qu'on avait appelé les parties engagées, c'est-à-dire que celles qui, en fait, s'engagent, habilitent en tout cas une autorité, un dirigeant d'entreprise, pour participer à une aventure qui peut les impacter. Et donc celle-ci devrait avoir des droits équivalents. Et on a beaucoup porté, par exemple, et on continue de porter l'idée que une forme de codétermination, y compris par exemple pour des territoires engagés. Donc ça reste très présent. La mission, ce qu'elle fait aujourd'hui, malgré tout, c'est introduire au sein du contrat de société, là on peut dire c'est presque c'est ça qui nous semblait aussi assez élégant, c'est le fait de dire on fait comme si on changeait rien, mais en fait dans le droit des sociétés, on a introduit le projet et les promesses à qui, parce que en fait une mission c'est ça, c'est à qui on fait des promesses, et du coup dans le conseil normalement, alors nous on avait proposé que le conseil de mission il y a 25 à 30% de salariés, ils ont retenu au moins un salarié, mais en fait ce qui va compter c'est les personnes qui sont concernées par la mission, ce devraient être normalement les personnes qui sont le plus à même et les plus compétentes pour évaluer en fait la stratégie de l'entreprise. Donc de dire à côté du conseil d'administration, il faut que l'entreprise se dote d'un autre conseil qui va être en fait chargé d'alerter ou de contrôler la stratégie au regard de la mission et qui là en fait peut donner une place très importante aux parties prenantes. D'une certaine manière, c'est là en fait où les choses sont pas jouées et je pense qu'il faudrait suivre en tout cas avec attention comment est-ce que les conseils de mission sont constitués et quelle voie ils portent vraiment. Un grand merci à tous les trois pour votre participation. On peut applaudir avec un doigt, pas trop fort. Voilà, c'était passionnant et vous l'avez dit, c'est frustrant et c'était un peu court. Si vous voulez creuser, Swan a suffisamment parlé de son livre, L'entreprise comme commun au-delà de la RSE.
qui est très bien. Il l'a dit lui-même, c'est pas pour faire du profit, donc puisque vous pouvez le trouver aussi sur Internet. Je rappelle le livre de Blanche que je n'ai pas, le dernier en tout cas, La mission de l'entreprise responsable, que vous trouverez aux Presses des Mines. Et si vous voulez creuser, il y a 2 numéros de projet qui me semblent adéquats à ça. Pareil, c'est pas pour faire de profit, c'est juste pour éviter de perdre de l'argent, si vous voulez l'acheter. Climat qu'attendre des entreprises, qui est sorti en octobre 2017, mais qui reste d'actualité. Vous retrouvez notamment l'article de Swan auquel j'ai fait référence. Et chaque numéro de projet est fait avec des partenaires, et là c'est notamment des gens qui sont vraiment au cœur de l'entreprise. C'est pas un regard extérieur de militants qui analysent et qui critiquent. C'est très constructif. Et puis le numéro dont on vous a parlé ce matin, qui a fait partie de tout le processus de recherche-action qui arrive à ce colloque. Ceci n'est pas un numéro sur la chaussure, on parle beaucoup de chaussures, mais de bien plus que ça, puisqu'on décortique toute cette fameuse chaîne de valeur et qu'est-ce qui a de la valeur dans le travail et la création d'un objet comme la chaussure. Encore un grand merci à nos intervenants, merci à vous tous pour votre attention dans ces conditions qui n'étaient pas des plus confortables, et on se retrouve du coup... Ah non, il faut que je vous lise, parce que demain, voilà, j'y ai pensé, demain on vous révélera le manifeste, qui est le fruit du travail de ces 2 ans de recherche-action qui a été coécrit par tous les partenaires, dont le CCFD, qui ont nourri ce colloque. C'est vraiment un manifeste dans le sens où ça défend une position par rapport justement à ce travail pour une transition écologique solidaire. Et l'idée quand même de ce colloque, c'est d'approfondir, mais on espère que tout ce qui est défendu dans ce manifeste ne va pas être contredit par ce qu'on dit pendant ces 3 jours, puisqu'il a été écrit avant. Pour vous prouver que non, en avant-première, je vous lis une petite phrase et vous le découvrirez en entier demain. Et si vous n'êtes pas là demain, il sera accessible en ligne très rapidement. Dans le chapitre 3, prendre soin du bien commun, une vigilance à tous les niveaux. L'idéal de l'entreprise bienfaisante, plutôt que prédatrice, est atteignable. Le bien commun peut être au cœur de la mission d'une entreprise et non pas une question qui se pose a posteriori. Cela signifie que l'horizon de l'entreprise doit prendre en compte le long terme et pas seulement le profit immédiat. Cela implique par exemple une présence locale responsable ou de remplir un devoir de vigilance à chaque étape de la chaîne de production. Et vous pourrez découvrir toute la suite demain. Un grand merci et je vous demande de quitter la salle dans le silence s'il vous plaît, parce que là, ils n'ont pas terminé à côté et on se retrouve demain.